Le sucre, le sucre, le sucre. On ne peut pas vivre sans sucre. Et pourtant, vous n'arrêtez pas d'entendre qu'il faut éviter le sucre ou faire attention. Vous voulez savoir pourquoi? Et surtout, comment faire de façon pratique? Allez, je vous explique tout ça de façon très claire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du sucre. Je vais vous dire des choses que vous allez adorer apprendre, j'en suis sûr, et qui vont vous éclairer sur comment ça se fait qu'on n'arrête pas de parler du sucre et du fait que c'est mauvais, etc. Dans quel cas c'est mauvais. Mais avant, permettez-moi de vous remercier de me suivre sur cette chaîne. Merci beaucoup pour les personnes qui sont abonnées, qui me suivent depuis longtemps, les personnes qui sont abonnées récemment. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Vous cliquez dessus. Parlons du sucre. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a pas mal de vidéos un peu partout sur YouTube, des textes, des émissions télé, radio qui disent attention le sucre, et dès que quelqu'un a des problèmes de santé, on lui dit attention, il faut diminuer le sucre ou il ne faut plus manger de sucre. Et pourtant, on ne peut pas vivre sans sucre. Même si je vais vous détailler le reste en 8 points quand même dans cette vidéo, et quelque chose de bien détaillé mais très pratique, on peut déjà se dire, en fait, c'est pas tellement le sucre en lui-même, c'est soit le déficit en sucre, soit l'excès en sucre, soit la façon dont on le mange, soit le moment où on va le manger. Mais on va parler de tout ça. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là, les patients qui consultent sur charles.co, vous savez que sur charles.co, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation, c'est-à-dire une clinique digitale où vous allez sur le site, par exemple, si on a des problèmes d'obésité. Là, je ne parle pas de problèmes de nutrition lambda, je ne parle pas non plus des personnes qui ont 2-3 kilos de trop, je parle de la maladie obésité. En tout cas, sur charles.co, quand on souffre d'obésité, on peut consulter des médecins spécialisés dans l'obésité. On remplit le questionnaire, le médecin va faire le point, il va vérifier si on relève d'un traitement qu'on appelle de deuxième intention, c'est-à-dire un traitement médicamenteux pour aider à la perte de poids. Il va vous proposer un suivi, il va peut-être vous orienter, vous faire des examens. Bref, quand on a des problèmes de ce type-là, je sais que c'est parfois difficile de consulter. Si c'est difficile de consulter, vous pouvez téléconsulter. Bref, voyons maintenant les 8 points que je voulais aborder avec vous concernant le sucre. Premier point, c'est l'excès d'apport de sucre qui pose problème, ce n'est pas le sucre en lui-même. Petit rappel, quand on mange des glucides, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est absorbé et ça va dans le sang. Dans le sang, c'est utilisé comme un carburant, en fait. C'est une sorte d'essence qu'on a dans le corps que le corps va utiliser comme source d'énergie dans notre activité de tous les jours. Mais le corps, il va mettre aussi une partie de ce sucre dans le foie et dans les muscles, petite réserve. Au cas où on manque de sucre, il va aller chercher dans le foie et dans le muscle. Mais si on apporte encore plus de sucre, c'est-à-dire si on mange encore plus de glucides, qu'est-ce qu'il va en faire le corps? Il va les transformer en matière grasse, c'est-à-dire en graisse qui va accumuler dans le corps. Et c'est comme ça qu'on va prendre du poids avec de la masse graisseuse, pas de la masse musculaire. Donc en fait, le corps, il est très bien fait, on lui apporte du sucre, il l'utilise, on apporte plus, il le stocke. Et d'ailleurs, c'est quand on accumule cette graisse dans le corps qu'on commence à avoir des risques de maladies, le risque de développer du diabète, de faire un infarctus, AVC, etc. C'est d'ailleurs cette graisse abdominale qui est le risque le plus important pour la santé. Il a été démontré que quand on mange une quantité supérieure à 70% de l'ensemble de ce qu'on mange équivalent en sucre, le taux de mortalité peut augmenter. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous explique quels sont les risques pour la santé quand on est en obésité. Et dans cette vidéo, je vous détaille toutes les complications possibles du fait qu'on ait accumulé de la graisse dans notre corps. Deuxième point. On a parlé de l'excès de sucre, voyons maintenant le déficit en sucre. De la même façon qu'on sait que quelqu'un qui a dans son alimentation plus de 70% de ce qu'il mange, c'est des sucres, il y a un risque de mortalité, risque de maladie. On sait aussi, si quelqu'un mange de moins de 30 à 40% de son alimentation qui contient des glucides, le risque de mortalité augmente aussi. Ça veut dire que quand on est dans un excès ou quand on est dans un excès inverse, c'est-à-dire un déficit, dans les deux cas, c'est pas bon pour la santé. Un petit manque de sucre sur un laps court de temps, c'est pas ça qui va donner un risque de mortalité, c'est le fait que ça soit de façon chronique. Troisième point, quel sucre est bon, lequel est mauvais pour la santé? Pour faire très court résumé, les sucres qui sont dans des aliments considérés comme des bons aliments nutritionnels, c'est-à-dire ils contiennent des vitamines, des sels minéraux, des fibres, ce sont des sucres qu'on va considérer bons pour la santé. Les sucres qui sont plutôt comme le sucre simple, la cassonade, même le miel en grande quantité, le sirop d'érable, dans les gâteaux, les sucreries, etc. C'est plutôt ce sucre-là qui va être considéré comme mauvais pour la santé. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a de plus en plus de marques de sucreries qui rajoutent dessus que c'est enrichi en vitamines, ce gâteau, que celui-ci contient plus de fibres. C'est parce qu'ils savent que maintenant, les personnes commencent à comprendre que le sucre, s'il n'est pas associé à d'autres oligo-éléments, à des fibres, à des vitamines, on sait que c'est une mauvaise source. Donc, vous retenez, le sucre qui vient des aliments, en gros des fruits et des légumes, c'est un sucre très bon pour la santé. C'est les autres sucres qui peuvent poser problème. Et c'est pour ça qu'on dit que ces autres sucres, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas des fibres... Non, ce qui ne vient pas des légumes et des fruits, j'ai un trou de mémoire, ce sont ces sucres-là, donc les gâteaux, les sucreries, etc., qui doivent représenter moins de 10% de notre quantité globale de glucides dans la journée. Quatrième point, est-ce qu'on peut être addict, dépendant au sucre?
La réponse est oui, on sait que ça existe, des personnes qui ont une dépendance du sucre. Alors c'est quelque chose qui est assez complexe, c'est pas tellement le sucre en lui-même, c'est plutôt les circuits de récompense que ça provoque. Et on sait aussi d'ailleurs qu'il y a des personnes qui ont une sorte de prédisposition génétique à peut-être avoir une dépendance au sucre. C'est pas très clair cette histoire-là, mais il y a quelque chose de cet ordre. Alors quand je dis addiction au sucre, vous l'aurez remarqué, on parle surtout du sucre raffiné, c'est-à-dire c'est les sucres dont je parlais juste avant, qu'il y a dans les sucreries, le sucre tout court, dans les gâteaux, miel, etc. J'ai rarement vu, par exemple, vous me dites dans les commentaires si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est addict au sucre présent dans les légumes et les fruits. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est addict au sucre présent dans les haricots blancs. Pourtant, ça contient ni le sucre qui est présent dans les pommes. Pourtant, ça contient. Donc, on parle vraiment des sucres raffinés, c'est-à-dire les sucres qu'on est censé consommer en moins de 10% de notre quantité de sucre dans la journée. 5e point, est-ce que le sucre peut être un anti-stress? À votre avis? Ben oui, c'est un anti-stress, pas chez tout le monde, mais il y a des études qui montrent que chez certaines personnes, le fait de consommer du sucre, ça permet de diminuer le niveau d'anxiété et de stress. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut aussi devenir addict au sucre. Si on a une anxiété chronique, qu'on a remarqué que le fait de manger des choses sucrées nous apaise, naturellement, on va avoir envie de renouveler l'expérience. 6e point, est-ce que le sucre rend les enfants agités, irritables? Vous l'avez sûrement entendu, beaucoup de personnes disent « Ah, les enfants de nos jours, ou les enfants, quand on leur donne des sucreries, ils sont agités, ils sont énervés, etc. » J'ai un petit doute là-dessus, d'ailleurs, il n'y a aucune étude qui l'a prouvé, c'est une impression plutôt qu'on a, mais il n'y a pas de preuve scientifique de ça. D'ailleurs, c'est un peu étrange, moi quand j'y réfléchis, je me dis « Mais on ne peut pas dire que le sucre c'est un anti-stress, et c'est un énervant en même temps. » C'est pas possible. Il y a quelques experts qui disent c'est peut-être parce que quand on donne les sucreries, les enfants sont en train de jouer, donc forcément ils sont énervés et ils sont en train de crier, de s'amuser, etc. Peut-être. Mais en tout cas, l'idée que le sucre rend les enfants énervés, rend les enfants plus irritables, rend les enfants moins contrôlables, comme on dit, c'est une hypothèse qui n'est pas prouvée de nos jours. En revanche, un enfant qui est en hypoglycémie, lui, peut devenir irritable, énervé et bizarre. D'ailleurs, comme les adultes, l'hypoglycémie peut provoquer des symptômes de type psychologique parfois. Mais ça, si ça vous intéresse, je vous ferai un sujet à part sur l'hypoglycémie, comment on la repère, quels sont les symptômes et dans quel cas ça peut survenir. Numéro 7, quand et comment manger les glucides, les sucres. Quand les manger, il faut retenir qu'il faut éviter de les manger l'estomac complètement vide. Par exemple, la première chose qu'on mangerait le matin ne doit pas être quelque chose de très sucré. Si on grignote l'après-midi parce qu'on a une petite faim, il ne faut pas que ça soit quelque chose de sucré. On ne le mange pas au début du repas. Donc, on évite d'absorber des glucides ou du sucre quand on a l'estomac vide. Pourquoi? Parce que de ce fait-là, l'estomac va l'absorber rapidement, donc il va arriver très rapidement et en pic dans le sang, ce qui va provoquer des sécrétions d'insuline de façon importante, ce qui risque d'accumuler de la graisse dans le corps. D'ailleurs, les personnes qui disent « mais je n'arrive pas à maigrir, pourtant je fais attention à ce que je mange », ce sont ces petits détails souvent qu'il faut corriger. C'est ce que j'explique dans la vidéo, pourquoi est-ce si difficile de perdre du poids. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Et comment les manger? En réalité, il suffit de se dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus, et en particulier des fibres. Alors, s'il y a un peu de matière grasse, c'est très bien. Par exemple, au goûter, vous avez une petite faim, vous voulez grignoter, mangez 1 ou 2 amandes ou une noix, et ensuite mangez le fruit. C'est beaucoup mieux assimilé. Et le fait que ça contienne des fibres, ça permet une absorption différente, une arrivée dans le sang de façon différente, et donc une réaction du corps à l'arrivée de sucre qui est différente sur le plan hormonal et sur le plan de l'insuline. Donc, on évite d'en prendre estomac vide, et quand on en prend, c'est à la fin du repas, et en particulier en ayant mangé quelque chose qui est riche en fibres. 8e point, est-ce que le sucre rend diabétique? C'est pas si vrai que ça. En fait, c'est pas tellement le fait de manger beaucoup de sucre. C'est le fait que le sucre va se transformer en graisse dans notre corps. Je vous ai expliqué tout à l'heure que si on ne brûle pas, c'est-à-dire on brûle l'énergie, tout le sucre qu'on a mangé, le corps va le stocker dans le foie, puis dans les muscles, puis le transformer en graisse, et en particulier au niveau abdominal, viscéral, c'est-à-dire autour des viscères. C'est d'ailleurs l'objectif quand on veut perdre du poids, c'est de perdre cette graisse-là pour la santé. Ce n'est pas le poids en lui-même qui va nous intéresser, mais est-ce que cette graisse a diminué? Pourquoi? Parce que cette graisse-là est une graisse vivante, elle transforme pas mal de choses. Par exemple, elle transforme la testostérone en oestrogène. Mais c'est aussi une graisse qui va augmenter la résistance à l'insuline dans notre corps par différents phénomènes. Et donc, le corps va être obligé de sécréter encore plus d'insuline pour la même quantité de sucre qu'on mange. Or, plus on augmente l'insuline, plus on augmente le risque de voir apparaître aussi des maladies, dont le diabète, mais aussi d'autres types de maladies. Donc ce n'est pas le fait de manger du sucre en tant que tel qui est à l'origine de la maladie diabétique, mais c'est plutôt l'excès de sucre qui a été transformé en matière grasse dans notre corps, qui a déréglé le système hormonal, et pour le peu qu'il y a une hérédité, on va déclencher à ce moment-là une maladie diabétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des idées qui vous ont surprise? Est-ce que vous aviez d'autres choses sur le sucre que vous aurez aimé partager avec nous? C'est grâce à la communauté qu'on apprend, qu'on partage.
Moi, je suis là à vous apporter le plus de connaissances objectives possible, mais aussi pour partager avec vous et entre vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous. À bientôt.